Bienvenue sur Classique en lecture. Les émotions d'un perdreau rouge, issu des Contes du lundi, d'Alphonse Daudet, lu par Iris. Vous savez que les perdreaux vont par bandes, se nichent ensemble au creux des sillons, pour s'enlever à la moindre alerte, éparpillés dans la volée comme une poignée de grains qu'on sème. Notre compagnie à nous est gaie et nombreuse, établie en plaine sur la lisière d'un grand bois, ayant du butin et de beaux abris de deux côtés. Aussi, depuis que je sais courir, bien emplumé, bien nourri, je me trouvais très heureux de vivre. Pourtant, quelque chose m'inquiétait un peu. C'était cette fameuse ouverture de la chasse, dont nos mères commençaient à parler tout bas entre elles. Un ancien de notre compagnie me disait toujours à ce propos « N'aie pas peur, Rouget !» On m'appelle Rouget à cause de mon bec et de mes pattes couleur de sorbe. « N'aie pas peur, Rouget, je te prendrai avec moi le jour de l'ouverture, et je suis sûre qu'il ne t'arrivera rien. » C'est un vieux coq très malin et encore alerte, quoiqu'il ait le fer à cheval déjà marqué sur la poitrine et quelques plumes blanches par-ci par-là. Tout jeune, il a reçu un grain de plomb dans l'aile, et comme cela l'a rendu un peu lourd, il y regarda 2 fois avant de s'envoler, prend son temps et se tire d'affaire. Souvent il m'emmenait avec lui jusqu'à l'entrée du bois. Il y a là une singulière petite maison, nichée dans les châtaigniers, muette comme un terrier vide, et toujours fermée. « Regarde bien cette maison, petit, » me disait le vieux. « Quand tu verras de la fumée monter du toit, le seuil et les volets ouverts, ça ira mal pour nous. » Et moi, je me fiais à lui, sachant bien qu'il n'en était pas à sa première ouverture. En effet, l'autre matin, au petit jour, j'entends qu'on rappelait tout bas dans le sillon. « Rouget! Rouget !» C'était mon vieux coq. Il avait des yeux extraordinaires. « Viens vite, me dit-il, et fais comme moi. » Je le suivais, à moitié endormi, en me coulant entre les mottes de terre, sans voler, sans presque sauter, comme une souris. Nous allions du côté du bois, et je vis, en passant, qu'il y avait de la fumée à la cheminée de la petite maison, du jour aux fenêtres, et devant la grande porte ouverte des chasseurs tout équipés, entourés de chiens qui sautaient. Comme nous passions, un des chasseurs cria « Faisons la plaine ce matin, nous ferons le bois après déjeuner. » Alors je compris pourquoi mon vieux compagnon nous emmenait d'abord sous la futaie. Tout de même, le cœur me battait, surtout en pensant à nos pauvres amis. Tout à coup, au moment d'atteindre la lisière, les chiens se mirent à galoper de notre côté. « Rase-toi, rase-toi !» me dit le vieux en se baissant. En même temps, à 10 pas de nous, une caille effarée ouvrit ses ailes et son bec tout grand et s'envola avec un cri de peur. J'entendis un bruit formidable et nous fûmes entourés par une poussière d'une odeur étrange, toute blanche et toute chaude, bien que le soleil fût à peine levé. J'avais si peur que je ne pouvais plus courir. Heureusement, nous entrions dans le bois. Mon camarade se blottit derrière un petit chêne, je vins me mettre près de lui, et nous restâmes là, cachés, à regarder entre les feuilles. Dans les champs, c'était une terrible fusillade. À chaque coup, je fermais les yeux, tout étourdi. Puis, quand je me décidai à les rouvrir, je voyais la plaine grande et nue, les chiens courant, furetant dans les brins d'herbe, dans les javelles, tournant sur eux-mêmes comme des fous. Derrière eux, les chasseurs juraient, appelaient. Les fusils brillaient au soleil. Un moment, dans un petit nuage de fumée, je crus voir, quoiqu'il n'y eût aucun arbre alentour, voler comme des feuilles éparpillées. Mais mon vieux coq me dit que c'étaient des plumes. Et en effet, à 100 pas devant nous, un superbe perdreau gris tombait dans le sillon, en renversant sa tête sanglante. Quand le soleil fut très chaud, très haut, la fusillade s'arrêta subitement. Les chasseurs revenaient vers la petite maison, où l'on entendait pétiller un grand feu de sarment. Ils causaient entre eux, le fusil sur l'épaule, discutaient les coups, pendant que leurs chiens venaient derrière, harassés, la langue pendante. « Ils vont déjeuner, » me dit mon compagnon, « faisons comme eux. » Et nous entrâmes dans un champ de sarrasin qui est tout près du bois, un grand champ blanc et noir, en fleurs et en graines, sentant l'amande.
De beaux faisans au plumage mordoré picoraient là, eux aussi, en baissant leurs crêtes rouges de peur d'être vus. Ah, ils étaient moins fiers que d'habitude. Tout en mangeant, ils nous demandaient des nouvelles et si l'un des leurs était déjà tombé. Pendant ce temps, le déjeuner des chasseurs, d'abord silencieux, devenait de plus en plus bruyant. Nous entendions choquer les verres et partir les bouchons des bouteilles. Le vieux trouva qu'il était temps de rejoindre notre abri. À cette heure, on aurait dit que le bois dormait. La petite mare où les chevreuils vont boire n'était troublée par aucun coup de langue. Pas un museau de lapin dans les serpolets de la Garenne. On sentait seulement un frémissement mystérieux, comme si chaque feuille, chaque brin d'herbe abritait une vie menacée. Ces gibiers de forêt ont tant de cachettes, les terriers, les fourrés, les fagots, les broussailles, et puis des fossés, ces petits fossés de bois qui gardent l'eau si longtemps après qu'il a plu. J'avoue que j'aurais aimé être au fond d'un de ces trous-là, mais mon compagnon préférait rester à découvert, avoir du large, voir de loin, et sentir l'air ouvert devant lui. Bien nous en prit, car les chasseurs arrivaient sous le bois. Oh, ce premier coup de feu en forêt, ce coup de feu qui trouait les feuilles comme une grêle d'avril et marquait les écorces, jamais je ne l'oublierai. Un lapin détala au travers du chemin, en arrachant des touffes d'herbe avec ses griffes tendues. Un écureuil dégringola d'un châtaignier, en faisant tomber les châtaignes encore vertes. Il y eut 2 ou 3 vols lourds de gros faisans, et un tumulte dans les branches basses, les feuilles sèches, au vent de ce coup de fusil qui agita, réveilla, effraya tout ce qui vivait dans le bois. Des mulots se coulaient au fond de leur trou. Un cerf-volant sorti du creux de l'arbre contre lequel nous étions blottis roulait ses gros yeux bêtes, fixes de terreur. Et puis des demoiselles bleues, des bourdons, des papillons, pauvres bestioles s'effarant de tous côtés, jusqu'à un petit criquet aux ailes écarlates qui vint se poser tout près de mon bec. Mais j'étais trop effrayée moi-même pour profiter de sa peur. Le vieux, lui, était toujours aussi calme. Très attentif aux aboiements et aux coups de feu, quand il se rapprochait, il me faisait signe, et nous allions un peu plus loin, hors de la portée des chiens, et bien cachés par le feuillage. Une fois pourtant, je crus que nous étions perdus. L'allée que nous devions traverser était gardée de chaque bout par un chasseur embusqué. D'un côté, un grand gaillard, à favoris noirs, qui faisait sonner toute une ferraille à chacun de ses mouvements, couteau de chasse, cartouchière, boîte à poudre, sans compter de hautes guêtres bouclées jusqu'aux genoux et qui le grandissaient encore. À l'autre bout, un petit vieux, appuyé contre un arbre, fumait tranquillement sa pipe, en clignant des yeux comme s'il voulait dormir. Celui-là ne me faisait pas peur, mais c'était ce grand là-bas. « Tu n'y entends rien, Rouget, » me dit mon camarade en riant. Et sans crainte, les ailes toutes grandes, il s'envola presque dans les jambes du terrible chasseur à favoris. Et le fait est que le pauvre homme était si empêtré dans tout son attirail de chasse, si occupé à s'admirer du haut en bas, que lorsqu'il épaula son fusil, nous étions déjà hors de sa portée. Ah, si les chasseurs savaient, quand ils se croient seuls à un coin de bois, combien de petits yeux fixes les guettent des buissons, combien de petits becs pointus se retiennent de rire à leur maladresse. Nous allions toujours, n'ayant rien de mieux à faire qu'à suivre mon vieux compagnon, mais elle battait au vent des siennes pour se replier immobile aussitôt qu'il se posait. J'ai encore dans les yeux tous les endroits où nous avons passé. La Garenne rose de bruyère, pleine de terriers, au pied des arbres jaunes, avec ce grand rideau de chêne où il me semble voir la mort cachée partout. La petite allée verte où ma mère perdrix avait promené tant de fois sa nichée au soleil de mai, où nous sautions tout en piquant les fourmis rouges qui nous grimpaient aux pattes, où nous rencontrions des petits faisans faraud, lourds comme des poulets, et qui ne voulaient pas jouer avec nous. Je la vis comme dans un rêve, ma petite allée, au moment où une biche la traversait, haute sur ses pattes menues, les yeux grands ouverts et prête à bondir. Puis la mare, où l'on vient en partie, par 15 ou 30, tous du même vol, lever de la plaine en 1 minute, pour boire à l'eau de la source et s'éclabousser des gouttelettes qui roulent sur le lustre des plumes. Il y avait au milieu de cette mare un bouquet d'aulnettes très fourrées. C'est dans cet îlot que nous nous réfugiâmes. Il aurait fallu que les chiens eussent un fameux nez pour venir nous chercher là. Nous y étions depuis un moment, lorsqu'un chevreuil arriva, se traînant sur 3 pattes,
et laissant une trace rouge sur les mousses derrière lui. C'était si triste à voir que je cachai ma tête sous les feuilles. Mais j'entendais le blessé boire dans la mare, en soufflant, brûlé de fièvre. Le jour tombait, les coups de fusil s'éloignaient, devenaient plus rares. Puis tout s'éteignit, c'était fini. Alors nous revînmes tout doucement vers la plaine pour avoir les nouvelles de notre compagnie. En passant devant la petite maison de bois, je vis quelque chose d'épouvantable. Au rebord d'un fossé, les lièvres aux poils roux, les petits lapins gris à queue blanche, gisaient à côté les uns des autres. C'étaient des petites pattes jointes par la mort, qui avaient l'air de demander grâce, des yeux voilés qui semblaient pleurer, puis des perdrix rouges, des perdreaux gris qui avaient le fer à cheval comme mon camarade, et des jeunes de cette année qui avaient encore comme moi du duvet sous leurs plumes. Savez-vous rien de plus triste qu'un oiseau mort? C'est si vivant des ailes. De les voir repliées et froides, ça fait frémir. Un grand chevreuil superbe et calme paraissait endormi, sa petite langue rose dépassant la bouche pour lécher encore. Et les chasseurs étaient là, penchés sur cette tuerie, contents et tirant vers leur carnier les pattes sanglantes, les ailes déchirées, sans respect pour toutes ces blessures fraîches. Les chiens, attachés pour la route, fronçaient encore leurs babines en arrêt, comme s'ils s'apprêtaient à s'élancer de nouveau dans les taillis. Oh, pendant que le soleil se couchait là-bas et qu'ils s'en allaient tous, harassés, allongeant leurs ombres sur les mottes de terre et les sentiers humides de la rosée du soir, comme je les maudissais, comme je les détestais, hommes et bêtes, toute la bande. Ni mon compagnon ni moi n'avions le courage de jeter, comme à l'ordinaire, une petite note d'adieu à ce jour qui finissait. Sur notre route, nous rencontrions de malheureuses petites bêtes abattues par un plomb de hasard et restant là, abandonnées aux fourmis, des mulots, le museau plein de poussière, des pies, des hirondelles foudroyées dans leur vol, couchées sur le dos, étendant leurs petites pattes froides vers la nuit qui descendait vite, comme elle fait en automne, claire, froide et mouillée. Mais le plus navrant de tout, c'était d'entendre à la lisière du bois, au bord du pré, et là-bas dans l'oseraie de la rivière, les appels anxieux, tristes, disséminés, auxquels rien ne répondait. Merci d'avoir écouté Les émotions d'un perdreau rouge d'Alphonse Daudet. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.